surgit de la nuit des temps, il y a en nous un instinct de chasseur-cueilleur, voire pour être chronologiquement juste, de cueilleur-chasseur. Et ce pour ramasser, pour trouver, pour goûter cette disponibilité, ce foisonnement de la nature qui offre naturellement des tas de ressources. Alors on en est aux mammifères placentaires. Et parmi les mammifères placentaires apparaissent les primates. Voilà, on y est. Alors les primates, c'est nous. Ce sont les petits singes, les grands singes, les hommes. Et les primates sont importants parce que ce sont des insectivores. Ils ne mangent que des insectes. On y revient d'ailleurs. Et ils ne mangent que des insectes, mais ils vont être malins. Ils vont trouver une niche écologique, un milieu qui n'était pas conquis, en tout cas par ces petits mammifères, et qui est le milieu des arbres à fleurs. Et donc les primates apparaissent autour de 70 millions d'années, et ils s'intéressent à ce milieu nouveau, et ils vont se développer, s'adapter à ce milieu nouveau. Alors qu'est-ce qui va leur arriver ? Leurs yeux qui sont sur les côtés passent en façade. Si vous avez, je vois bien, si vous avez les yeux en façade, c'est pour me voir en 3 dimensions. C'est pour voir la distance qu'il y a entre vous et moi. Et c'est quand même plus facile quand on saute d'un arbre à un autre d'apprécier la distance. Autrement, on rate son saut. Et on est adapté aussi à la consommation de fruits. C'est-à-dire qu'on ajoute, on agrandit le menu, non seulement on a des insectes, mais on a des fruits. Et les fruits, on en perçoit à partir de ce moment-là, semble-t-il, les couleurs. Et apprécier la couleur d'un fruit, c'est apprécier sa maturité. C'est donc très, très précieux pour des questions ensuite de digestion. 10 millions d'années, Afrique tropicale, apparaissent les ancêtres communs des pré-chimpanzés, pré-humains. Voilà. On est à un grand carrefour et les ancêtres communs, eux, vivent dans la forêt. On ne les connaît pas bien, on connaît des bouts de certains qui pourraient leur appartenir. Donc on voit à peu près de quoi il s'agit, mais ce sont des êtres en tout cas qui vivent dans la forêt et dans la forêt profonde. Ces préhumains vont à la fois être debout en permanence, ce sont les premiers, debout en permanence. Je dis bien parce que j'ai quelquefois de la contradiction. Et debout en permanence, mais en plus, comme ils sont debout en permanence, ils marchent, ils sont bipèdes, pour la première fois, et ils continuent à grimper. Ils ont les deux, quoi. C'est-à-dire qu'ils continuent à manger des insectes, pourquoi pas, des fruits dans les arbres, pourquoi pas, ils ont appris ça depuis longtemps, et des racines au sol. Ça, c'est nouveau. Et le fait de manger des racines au sol, ça leur épaissit leur ruban d'émail, et du coup, on voit aussi le changement de la denture en fonction de l'alimentation, ce qui est tout à fait logique. 3 millions d'années, nouveau changement climatique. Je vous ai dit, il y a une première aridification autour de 10 millions d'années. Pourquoi ? Parce que l'Antarctique se met en place. Ce n'est pas pour rien. Parce que si l'Antarctique s'est mis en place, c'est que la Terre était positionnée différemment sur son écliptique. Et ça a fait le pôle sud avec toute la glace antarctique. Et à 3 millions d'années, ce qui se passe, c'est que c'est l'Arctique qui s'installe. Et l'Arctique s'installant, il y a un nouveau coup de sec, un grand coup de sec, que j'ai étudié 10 ans dans le sud de l'Éthiopie. Et là, même chose. Il y a l'obsession de la nature de sauver absolument les espèces. Et le bonhomme, ce qui va lui arriver, ce qui est absolument fantastique, c'est que lui va développer sa denture. Au lieu de manger d'autres végétaux, il va manger les végétaux qui restent et puis de la viande. Il va devenir omnivore. Je dis ça souvent aux végétariens. Je dis, vous savez, faut pas jeter la pierre à l'humanité.
même taillée. Si elle a fait ça, c'est pas par gourmandise, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix, il fallait survivre. Donc elle s'est mise à manger de la viande. Il se trouve que la viande a apporté d'autres types de protéines, que les protéines ont aidé le cerveau, et en même temps, l'adaptation est passée par le développement du cerveau. Donc les deux choses enfin il y en a d'autres, mais les deux éléments essentiels qui différencient les préhumains des humains, à 3 millions d'années, peut-être un petit peu plus, c'est d'une part changement de la denture parce qu'ils se mettent à devenir omnivores, ils mangent un petit peu tout, ils sont très opportunistes, hein, mais en particulier de la viande. Et puis développement de l'encéphale, on a sans doute passé un seuil, sans doute, difficile à dire, hein, mais sans doute passé un seuil qui a fait qu'on s'est mis à savoir que l'on savait, comme un miroir. Tout d'un coup, au lieu de savoir des choses comme le chien, le chat, je ne sais pas quoi, n'importe quel animal, on a su qu'on savait. Et c'est un retour par miroir de l'histoire. Et ce retour-là a fait que tout a changé. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'homme a anticipé qu'il a pris conscience de lui-même, qu'il a pris conscience de l'autre, qu'il a pris conscience de l'environnement, qu'il a pris conscience de la mort, qu'il a pris conscience de sa mort. Et c'est comme ça que se sont développés, évidemment, tous les aspects intellectuels, éthiques, cognitifs, esthétiques, éthiques, qu'est-ce que je peux vous dire encore, sacrés, qui sont tout à fait nouveaux. On prend un caillou et au lieu de s'en servir, on en prend un autre. Quand même. Jusque-là, ça va. Hein. Mais on a idée de taper avec le premier sur le second, ou avec le second sur le premier. Et qu'est-ce qu'on fait? On sort une troisième forme. Une forme, une deuxième forme, une troisième forme. On fait une sculpture. On fabrique, on crée quelque chose. C'est l'action de l'homme sur l'environnement et ça ne cessera plus depuis. Et ça, moi, je pense que c'est à la fois l'utilité, sûrement, mais en même temps un symbole. C'est tout de suite un symbole. Je pense que l'homme est religieux dès le départ, dès le début. Autrement dit, le premier homme, l'homme, est homme dès qu'il est homme. Voilà ce que je dis. Hein. L'homme est homme dès qu'il est homme. Le feu est important, bien sûr. Le feu est important parce que le feu éclaire, il chauffe, il protège, il cuit. Mais le feu, c'est magique. Et donc, c'est aussi la conscience de l'environnement et un aspect spirituel. L'esthétique, les formes, les ornements, les tatouages. Il y a des bigorneaux enfilés, des espèces de petits coquillages enfilés, dans la grotte de Blombos en Afrique du Sud, c'est à 75 000 ans. Et puis il y a des coquilles, des dents, des bouts d'os percés. On en fait des bracelets. Et puis il y a les sépultures individuelles, ça va de soi. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que pour 25%, à peu près le quart, nous, dans nos têtes, on dit ils sont les chefs. Hein, on a une notion hiérarchique des choses aujourd'hui. Et bien, à cette époque, il se trouve que 25% des tombes de sépultures sont destinées à des blessés, à des handicapés, à des malades. Donc il y a un traitement particulier qui est très lié aussi à la compassion. La compassion, c'est quand même typique du bonhomme, quoi. Eh bien, la compassion, ça peut commencer, c'est pas tout à fait assuré, mais par une mandibule qui a été trouvée en Géorgie et qui n'a plus ses dents, donc ça veut dire que le bonhomme a été nourri, et ça a 1 800 000 ans quand même. Et il a été nourri assez longtemps parce que les cavités pulpaires se sont fermées. Au Baux de l'Aubéziers, dans le Vaucluse, 200 000 ans,
il y a une mandibule avec des caractéristiques voisines, qui a eu des abcès, donc le pauvre bonhomme ne pouvait plus manger que de la soupe et de la purée, donc il fallait l'assister. Alors pour finir, mais je n'en finis pas de finir, une histoire de ma grand-mère pour vous parler de la dignité quand même, que j'ai mis dans le titre. Ma petite grand-mère bretonne, ma petite grand-mère maternelle me disait « Si toi, mon petit-fils, tu descends du singe, moi, sûrement pas. » Et en fait, elle avait tort sur le plan du discours scientifique, comme vous le savez bien, mais elle avait raison sur le plan de la dignité humaine. C'est ça qu'elle voulait sauver, c'est la dignité de l'homme. Dans l'essai sur le don, mondialement célèbre, Mauss déduit tout un ensemble de conclusions de morale et de sociologie décisives à partir d'un exceptionnel et très ample matériau empirique ethnographique. Ce qu'il découvre, c'est que dans les sociétés archaïques, dans ce qu'on pourrait appeler la société première, les rapports sociaux ne reposent pas sur le contrat, le marché, le troc ou le donnant-donnant, mais sur le don. C'est en acceptant de donner et de se donner les uns aux autres que les humains façonnent leur société. Ils attestent, à travers les dons qu'ils se font, qu'ils se reconnaissent mutuellement et s'accordent leur confiance, qu'ils sont désireux de passer de l'hostilité à l'alliance, de la défiance à la confiance, de la stérilité à la fécondité et du mépris à la reconnaissance de leur commune dignité ou humanité. Donc l'image du sujet humain qui émerge à partir des années 1970-1980, c'est l'image qui veut que nous ne soyons seulement des calculateurs économiques soucieux de maximiser nos richesses. Cette image est fausse, elle est dangereuse. Elle est non seulement dangereuse, elle s'est emparée des esprits, puisque depuis 30 ans, toutes nos sociétés sont organisées sur ce postulat-là. Si effectivement on fait l'hypothèse que nous ne sommes que des sujets individuels, égoïstes, calculateurs, indifférents aux autres, alors le seul mode de coordination possible entre les sujets humains, c'est le marché généralisé. Et c'est ça que nous vivons depuis 30 ans, et pour aboutir à ce qui risque d'être potentiellement catastrophique, puisque maintenant ce qui mène le monde, ce n'est plus seulement le marché, c'est le marché financier, et plus précisément, c'est le marché spéculatif et rentier spéculatif. Bien. Question, qu'est-ce qu'on peut opposer à cette vision du sujet humain que je crois à la fois fausse et dangereuse? Comprenons-nous bien, c'est évident que les intérêts matériels, ça importe énormément. Mais il n'y a pas que cela. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que nous sommes si nous ne sommes pas seulement des homo economicus, seulement des individus indifférents aux autres, soucieux uniquement de maximiser notre avantage personnel? La réponse, à mon avis, on peut la chercher partout, dans toute l'histoire des religions, des philosophies, des morales, mais les éléments essentiels de la réponse, à notre avis, sont donnés par l'anthropologue Marcel Mauss, dans son livre de 1925, l'essai sur le don. Ce que découvre Marcel Mauss, je reprends ces termes, c'est que l'homme n'a pas toujours été un animal économique. Ou encore, dit-il, il n'y a que peu de temps que l'homme est devenu un animal économique. Qu'est-ce qu'il était avant de devenir un animal économique? Eh bien, il vivait dans une société qui était, montre Mauss, organisée non pas sur la base du contrat, non pas sur la base du marché, de l'achat et de la vente, non pas sur la base du donnant-donnant, du calcul de donnant-donnant, mais sur la base de ce que Marcel Mauss appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Triple obligation de donner, recevoir et rendre. Alors, il faut tout de suite lever une ambiguïté. Lorsqu'on parle de don aujourd'hui, on a toujours en tête la charité. Ce que Mauss découvre n'a rien à voir avec la charité, en tout cas pas au départ. La triple obligation de donner, recevoir et rendre, c'est l'obligation de rivaliser de générosité. C'est une forme de guerre. Une forme de guerre assez violente. Il s'agit en quelque sorte, comme le dit Mauss, d'aplatir son rival, de le mettre à l'ombre de son nom, de montrer qu'on est plus fort, qu'on est plus puissant que lui, parce qu'on peut donner davantage que lui. Donc le don, et d'ailleurs Mauss parle de don agonistique, de don guerrier en quelque sorte, le don, c'est une forme de guerre. Mais c'est une guerre très particulière, parce qu'elle permet de substituer la guerre de générosité, le défi de générosité, à la guerre réelle. Et cette guerre de générosité est un opérateur de l'alliance, il permet de passer de la guerre à la paix, il permet aux guerriers de déposer les armes en disant nous pouvons devenir alliés plutôt qu'ennemis. Et que se donnent les guerriers? Ils se donnent fondamentalement des femmes qui elles-mêmes donnent la vie.
et donc qui fondent l'alliance entre les générations, les dons entre les ancêtres et les descendants. Voilà ce qui forme la matrice de la société archaïque, non pas des hommes économiques, des animaux économiques, mais des êtres qui sont soumis à l'obligation de se montrer généreux. Alors, est-ce qu'ils sont réellement généreux? Est-ce qu'ils font des vrais dons? Ça, c'est une vaste question. Personne ne sait ce que c'est qu'un vrai don. Sans compter que le don est dangereux, puisque le don, il confère le pouvoir à celui qui donne. Le don est donc un opérateur extraordinairement ambivalent. Mais en tout cas, c'est lui qui fabrique la société archaïque. On pourrait dire que le don est l'opérateur politique des sociétés anciennes. Il est en quelque sorte le quasi-contrat originel. Alors d'abord, moi je voudrais partager mon émerveillement avec vous pour tout ce qu'on vient de voir et entendre. Au fond, toutes ces informations qui nous sont transmises aujourd'hui par des travaux scientifiques qui s'accumulent maintenant, qui nous donnent des informations qui arrivent de ce très très lointain passé. Alors évidemment, c'est un survol sur une période absolument immense, mais qui au fond est la période, on peut dire, la plus longue, celle qui nous marque le plus en tant qu'humanité, qui est cette période dans laquelle nous sommes des chasseurs-cueilleurs. Alors, au fond, qu'est-ce que nous pouvons en retenir? Au fond, moi, ce que je voudrais dire, peut-être vous proposer l'image de l'arbre. Un arbre, c'est un tronc et des écorces, et une écorce. Et nous sommes aujourd'hui l'écorce, c'est-à-dire cette partie vivante où circule la sève, mais derrière nous, dans ce tronc de l'humanité, il y a du bois, il y a un tronc, il y a un cœur, et de ce cœur nous arrivent ces informations qui nous renseignent finalement sur ce qui s'est passé et sur ce qui est l'homme. Et ces cultures traditionnelles, elles nous disent au fond que l'homme n'est pas seulement instant, il n'est pas seulement individu, il est lié à tout ce qui s'est passé avant. Il forme un plus grand ensemble avec tout ce qui l'a précédé. Alors, au fond, quels sont les principaux messages que moi je retiens? Eh bien, d'abord, cette idée formidable que l'homme est homme dès qu'il est homme, qui est affirmée vivement par ce grand scientifique qui est Coppens, et qui nous dit au fond très vite, immédiatement presque, arrive la naissance des symboles, arrive la danse, arrivent les chants, arrive la musique, arrivent les mots, arrivent les rites. Au fond, ça c'est ce qui va permettre à l'humanité de se souder, de se cimenter. Deuxième message très important, qui est quasiment né en même temps que l'humanité, cette idée de compassion. La prise en charge des plus vulnérables, parce que l'humanité, dès le début, elle se pense comme un ensemble. Et donc, on le voit également dans les enterrements des personnes les plus vulnérables ou les personnes accidentées, pas seulement les chefs. Et puis enfin vient ces travaux de Mauss qui soulignent la dimension du don. Nous ne sommes pas des homo economicus, des individus intéressés. Nous sommes d'abord, finalement, ce qui caractérise ces sociétés primitives, c'est le don. Et en fait, c'est ce génie d'avoir créé du lien entre les personnes, de l'interdépendance, parce que l'humanité va trouver son génie et son développement, et c'est ça qui va la singulariser très fortement par rapport à toute forme de vivant. Elle va le trouver dans finalement la construction de quelque chose qui table sur cette interdépendance, sur le commun, qui transforme cette indépendance en action commune. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que tout ceci a du sens? Ben oui, parce que effectivement, notre réalité, elle est informée par tout ce qui s'est passé avant, par ces liens profonds que nous avons avec ceux qui nous ont précédés, et qui donnent leur force et leur efficacité à ces mots qui nous ont été transmis, avec lesquels nous pensons notre réalité aujourd'hui, pour le bien comme pour le mal. Donc il est nécessaire pour nous d'avoir conscience de ce qui s'est passé, et dans ce parcours aujourd'hui, eh bien, nous marquons au fond une prise de conscience de ce qui fait l'originalité, la spécificité humaine, c'est cette interdépendance. On pourrait même dire que c'est un génie de Sapiens plus particulièrement, qui va à partir de là, devenir au fond, c'est celui qui va former sa réalité avec sa culture et avec ses mots. Cette tribu vit au cœur de la plus grande des îles de l'archipel indien des Andaman. Elle ne compte plus que 420 membres. Pour parvenir jusqu'à eux, il faut progresser à pied à l'intérieur de leur réserve qui s'étend sur 115 km de long. Après plusieurs jours de marche, nous établissons un premier contact.
Les Jarawa ont vécu reclus pendant 35 000 ans, sans contact avec le monde extérieur. Allez, voyons qui tire le plus loin. D'après des études récentes, ils auraient fait partie des premières migrations humaines depuis l'Afrique vers le reste du monde. Je vais réessayer. Cette fois, ça va aller vraiment loin. Nous vivons tranquillement dans la forêt. Nous sommes heureux. Il y a tout ce dont on a besoin ici. Les arbres regorgent de fruits et les fleurs sont magnifiques. Par ici, tout est beau et paisible. On aime tout partager, on est tous ensemble. Et on chasse uniquement ce dont on a besoin.